Petit mot d'accueil. Nolwenn Marchand, je suis le maire de Prémanon, président de la communauté de communes, qui est le détenteur de ce bâtiment. Je suis très content de vous accueillir ce matin. Je m'excuse tout de suite de ne pas pouvoir rester avec vous, mais je vois que la mairie et la communauté de communes seront avantageusement représentées par notre adjoint en chemise rouge-rose au milieu, Marc Narabutin. Merci Marc. Je vous souhaite de très bons travaux dans la matinée. J'espère que vous serez bien installés dans cet amphi. Et je vous laisse avec Madame la directrice. Béatrice, bonne matinée. Merci Nolwenn. Donc, je précise que cette conférence va être enregistrée. Voilà. Donc ça, vous pourrez la consulter a posteriori ou faire passer le lien. Donc, je vous prie d'excuser Franck Giraud, qui est vice-président au Parc naturel régional et qui devait assurer cette introduction. Donc, j'ai sa prise de parole que je vais vous lire. Voilà, en termes d'introduction, en tant que vice-président du Parc naturel régional du Haut-Jura, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Le parc, à travers les politiques que mènent les élus du territoire et plus précisément au titre de sa compétence GEMAPI, est pleinement engagé dans la préservation de la ressource en eau, et ce, aux côtés des collectivités, des instances institutionnelles, des habitants et des acteurs locaux. Les actions portées par le parc s'inscrivent d'ores et déjà, en particulier dans l'ambition de la nouvelle charte et la première qui s'intitule aujourd'hui « Prendre soin de l'essentiel ». Aujourd'hui, nous constatons une perte de résilience du milieu, une fragilisation et une mise en tension de la disponibilité de la ressource en eau qui ne feront que s'accroître dans les années à venir. Nous devons agir collectivement avec un objectif commun qui est d'assurer un partage équilibré et durable de cette ressource en eau pour tous les usages. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de dresser et d'actualiser un état des lieux précis des ressources en eau du territoire et de leurs usages. C'est à ce titre que l'étude qui vous sera présentée aujourd'hui a été réalisée. Cette étude ambitieuse et innovante, réalisée à l'échelle du bassin versant de la Bienne, a duré 3 ans. Elle représente un coût de 223 000 €, largement financé par nos partenaires financiers habituels, à savoir l'Agence de l'eau et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et je tiens à les remercier de ce soutien. Je tiens aussi à souligner une forte mobilisation technique et financière du monde de la pêche qui, à travers sa fédération départementale et les associations de pêche locales, a largement contribué à cette étude et tout naturellement exprimé une ambition forte sur les suites qui seront données. Cette étude, réalisée à large échelle, a plusieurs objectifs. Le premier est de localiser les poches de biodiversité en présence. Le second est de caractériser leur potentiel de diffusion et de développement. Le troisième est d'identifier les points de fragilisation et de blocage. Et enfin, de proposer un programme d'action adapté et cohérent. L'objectif avec cette étude, c'est d'envisager de bâtir collectivement, avec l'ensemble des actions concernées, un programme sur du long terme et qui répond aux enjeux en présence et à venir. Donc voilà, mais je vais maintenant vous présenter les personnes qui vont vous présenter cette conférence. Et donc, comme l'indiquait Franck Giraud, c'est une présentation qui fait le bilan de 3 années d'études, qui a pour objectif en premier de vous informer, de donner à voir d'expliquer ce que vous voyez au quotidien en termes de changements sur ce cours d'eau, et puis d'éclairer les choix pour les projets à venir, qu'ils soient publics ou privés. Donc la présentation va être faite par Romain Bélier, en lien avec Julien Moranval, qui est le chef de service Grand Cycle de l'eau, ils sont là, voilà, donc vous connaissez. Et puis également une présentation qui va être assurée par les représentants des 2 bureaux d'études, Arnaud Caudron et Quentin Dumoutier de CIMABio et Sage Environnement. Voilà, qui sont là. Donc, la parole à Romain. Super. On va faire très rapide, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le déroulé. On va vous rappeler très rapidement la partie méthodologique, mais très rapide, sachant que tous les documents de l'étude vont être rendus publics. Donc vous aurez accès vraiment aux méthodos concrètes dans les rapports, etc., si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin là-dedans.
Ça sera la même chose pour les résultats. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'Arnaud et Quentin vous présentent majoritairement les résultats, et Arnaud et moi-même sur la partie synthèse et programme d'action en fin de diaporama. Donc je vais laisser la parole à Arnaud et je vais essayer d'éteindre la salle pour que vous ayez un meilleur rendu. Merci. Donc moi, je vais d'abord vous présenter un petit rappel sur le contenu du projet. On ne va pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais au moins sur le contenu. Donc l'objectif opérationnel qui était affiché, c'était de définir un programme d'action. Ce programme d'action, donc c'est vraiment le but ultime, c'est de bâtir vraiment une feuille de route quelque part, qui aura comme objectif de conserver, restaurer la capacité de résilience de la biodiversité, de l'écosystème bienne, sur le long terme. Donc pour ça, effectivement, on a bâti tout un programme. Donc tout d'abord sur le bassin versant de la Bienne. Donc la majorité d'entre vous le connaissent bien. Donc c'est 172 km de rivière, 790 km². Donc ça, c'est le territoire d'étude. Ensuite, l'idée était de s'intéresser à ce qu'on appelle la trame turquoise. Alors, la trame turquoise, c'est un concept technique avancé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, qui est en fait une superposition entre ce qu'on appelle la trame bleue, c'est-à-dire les corridors hydrologiques, les cours d'eau, et la trame verte, qui est en fait le lien entre les différents réservoirs de biodiversité terrestres qu'on peut trouver, et donc les corridors verts, les haies, les forêts, etc., qui peuvent relier ces différents réservoirs entre eux. Et donc c'est la superposition entre ces deux trames qui est appelée la trame turquoise et qui a un rôle pour la biodiversité effectivement plus important, puisque on est à la superposition de deux réservoirs de biodiversité. Donc il y a un travail qui a été réalisé pour essayer d'identifier la trame turquoise sur le bassin de la Bienne. Ensuite, le principal objectif, c'est de travailler sur le rôle de diffusion des poches de biodiversité. Donc ces poches de biodiversité, d'abord, il faut les identifier. Donc on a travaillé sur la localisation des poches de biodiversité, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à la fois à la richesse biologique qu'il pouvait y avoir sur ce territoire et à l'abondance. Il faut pouvoir diffuser en fait à partir de ces poches de biodiversité. Donc il faut diffuser de la richesse biologique, c'est-à-dire des espèces différentes, et aussi il faut avoir de l'abondance pour pouvoir avoir des individus qui vont aller effectivement diffuser sur le reste du bassin versant. Donc ces poches, on a caractérisé leur potentiel de diffusion à partir de leur abondance et de leur richesse, et identifié les points de blocage. Un des volets également importants, c'était la prise en compte dans le cadre du réchauffement climatique. On ne peut pas passer à côté des problèmes thermiques sur les rivières. Et donc, on a fait un travail de prise en compte des besoins en habitat thermique pour se projeter aussi dans le futur vis-à-vis de l'évolution climatique et de l'impact que ça aura sur la température de la Bienne. Donc pour ça, effectivement, on a fait tout un travail de cartographie par caméra infrarouge du cours principal de la Bienne, dont on va vous restituer aujourd'hui les résultats. Et puis, l'objectif, c'est de restaurer, et donc ça veut dire effectivement proposer des actions pour lever les points de blocage et puis accroître ce potentiel de résilience en augmentant, l'idée est bien d'augmenter les flux de biodiversité au sein du bassin versant. Donc cette démarche, elle est assez unique sur le bassin de la Bienne. On ne connaît pas l'équivalent en fait aussi complet sur le territoire français qui a pu être réalisé. Donc c'est vraiment un travail de ce qu'on appelle de biologie de la conservation, qui applique en fait les bases scientifiques qui sont utilisées en biologie de la conservation. C'est que d'une part, on base les propositions d'action sur des connaissances scientifiques plutôt que sur des jugements d'experts. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire de la transcription d'un bassin versant à l'autre. Ce n'est pas parce qu'on connaît un bassin versant adjacent à la Bienne que c'est la même chose sur la Bienne. Donc on va chercher les données spécifiques sur la Bienne pour pouvoir baser nos propositions. Ensuite, on se rend compte progressivement qu'il faut privilégier les actions de politique locale
sur des sites à haute valeur biologique, plutôt que de travailler un peu plus généralement sur des aires étendues. Donc ça, c'est vraiment des résultats qui poussent les gestionnaires à aller dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la majorité des pressions, elles sont locales. Et donc, si on veut lever les pressions, il faut travailler au niveau local pour restaurer la biodiversité. Ensuite, il y a un autre principe important, c'est d'intégrer aussi tout ce qu'on appelle la diversité intraspécifique. Donc là, on rentre au niveau de la diversité génétique des populations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette diversité intraspécifique, vous le verrez, c'est tous des processus de biologie évolutive qui sont importants à prendre en compte dans les décisions de gestion. Ce n'est pas forcément évident à intégrer, ça on en a conscience, mais justement, ce travail-là, il est fait pour faire prendre conscience de l'intérêt de prendre en compte cette diversité intraspécifique, parce que c'est ça qui permet aux espèces de s'adapter à l'évolution de leur environnement. Et si on n'est pas capable de quantifier cette diversité et de la prendre en compte, on va passer à côté d'un enjeu majeur pour l'évolution, l'adaptation des espèces. Et puis avoir en tête aussi qu'on va travailler sur le long terme. Aujourd'hui, le travail qu'on propose, les actions qui sont proposées, en fait, elles sont sur le long terme. Elles vont payer dans 50 ans. Donc, c'est à peu près le temps de travail quand on travaille en biologie de la conservation. Il faut savoir qu'on travaille sur le long terme et qu'on aura le résultat de ces actions d'ici 50 à 100 ans, quoi. Voilà. Première étape, c'est que sur ce secteur, sur ce bassin versant, on a travaillé, on a fait un choix de 35 secteurs d'études, dont 16 sur la Bienne et le reste sur les affluents, à partir de la trame turquoise, puisque c'était une des entrées du programme, et à partir d'informations déjà existantes pour choisir les 35 secteurs pour qu'ils soient représentatifs de tronçons, de linéaires du bassin versant de la Bienne. Alors vous verrez des fois dans les résultats, je vous ai mis ici une présentation du réseau hydrographique simplifié pour faciliter en fait la lecture des résultats. Vous verrez une schématisation des fois, vous inquiétez pas, c'est un peu un format plan de métro, mais ça permet de prendre moins de place et d'avoir une présentation plus illustrée, plus parlante des résultats. Il faut avoir en tête aussi que ce linéaire, il est très fragmenté. Il y a environ une trentaine d'ouvrages transversaux importants sur le cours principal de la Bienne. Hein. Là, je n'ai pas mis ceux sur les affluents. Et on va voir que ça caractérise fortement nos résultats. Le travail donc, sur les poches de diffusion, il va intégrer 3 compartiments. D'abord les poissons, avec un travail sur la population de truites commune sur le bassin versant. Il y a un volet invertébré aquatique. Donc on va travailler à la fois sur les poches de diffusion poissons, truites, les poches de diffusion invertébrés aquatiques, les poches de diffusion oiseaux, en ciblant le cincle plongeur et le martin pêcheur. Donc tout ça a été réalisé sur les 35 secteurs. Et puis vous avez un volet cartographique qui lui est réalisé sur l'ensemble du cours principal de la Bienne. Voilà. Donc on va rentrer dans le concret sur les résultats poissons. Donc rapidement, sur le poisson, on s'est intéressé aux abondances de 0+. Pourquoi les 0+? Parce que c'est eux qui diffusent, en fait. Et donc, faut savoir que c'est la partie la plus importante de la population de truites en termes de diffusion. C'est elle qui va progressivement, au cours de sa première année, pouvoir diffuser sur l'ensemble du bassin versant pour se répartir. Et donc, c'est un rôle important par rapport à notre objectif de déterminer les poches de diffusion. Donc, on a essayé de quantifier les abondances de 0+ sur les 35 secteurs. Après, on a travaillé également sur les nombres de géniteurs efficaces. Donc là, par biologie moléculaire, c'est par la génétique, on peut déterminer le nombre de géniteurs qui ont contribué à la descendance.
Et donc ça donne une estimation de l'efficacité de la reproduction. Ensuite, on a fait un travail sur la distinction entre ce qu'on appelle les souches natives méditerranéennes et les souches atlantiques introduites, qui ont été introduites par le repeuplement. Et enfin, un travail sur tout ce qui est diversité génétique et structuration génétique au sein du bassin versant pour essayer de voir un peu comment ça se passait en termes d'échange de flux de gènes entre les différents tronçons de la Bienne, comme vous l'avez vu, très séparés par les ouvrages. Donc rapidement, quand on parle de diversité intraspécifique chez la truite, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en France, vous avez ce qu'on appelle 2 lignées évolutives. Donc c'est la même espèce, ça reste une truite, mais par contre, depuis 700 000 à 2 millions d'années, selon les estimations, ces 2 lignées se sont séparées. Donc elles ont évolué complètement différemment, une sur le bassin atlantique, sur les rivières qui se jettent sur le bassin atlantique, et une sur le bassin méditerranéen. Donc ça, c'est la première chose. Donc évidemment, elles se sont adaptées différemment, elles ont une génétique différente, et puis elles ont une morphologie différente. Vous voyez ici que les truites, en termes de nombre de points, de morphologie, taille des points, etc., il y a des différences. Elles ont aussi des différences comportementales sur les choix des sites de reproduction, etc. Donc il y a vraiment une divergence génétique et comportementale entre ces 2 lignées. Faut avoir en tête que la lignée méditerranéenne a recolonisé le bassin rhodanien il y a environ 10 à 15 000 ans, lorsqu'il y a eu un retrait des glaciers. Donc on est sur une truite méditerranéenne, en tout cas, qui est présente sur le bassin méditerranéen depuis environ 10 000 ans. Donc, ce qui vient influencer cette diversité naturelle à l'origine, c'est les activités humaines. D'abord, une forte industrialisation à partir des années 1850, qui va venir construire des ouvrages et donc limiter la possibilité de mobilité de ces poissons. Et puis le repeuplement également, qui ont pu avoir lieu depuis un peu plus d'1 siècle, avec une introduction de poissons atlantiques dans le bassin méditerranéen. Il faut savoir que la majorité des piscicultures qui ont été utilisées pour le repeuplement ont utilisé des poissons atlantiques pour constituer leur stock. Donc effectivement, on a fait un apport de gènes non natifs et domestiqués dans une population native méditerranéenne. Donc, ce qu'il faut retenir des résultats obtenus, c'est que d'une part, ce qu'on a trouvé, c'est que la Bienne abrite une des plus importantes populations de truites natives méditerranéennes du bassin du Rhône. Avec la basse rivière d'Ain, c'est les 2 grosses populations du bassin du Rhône, donc qui est encore présente. Donc, c'est les descendants de ces poissons qui ont colonisé les rivières il y a 10 à 15 000 ans. Donc, il y a un fort enjeu de conservation. C'est bien une population très adaptée. Et on a encore un risque de contact avec des populations non natives, atlantiques. Donc il faut intégrer cette diversité dans la gestion aujourd'hui piscicole du bassin versant. Voici les résultats pour vous prouver ce que je viens de dire. C'est que tout ce qui est ici rouge ou orange, ce sont les linéaires sur lesquels on a trouvé des populations méditerranéennes quasi pures ou faiblement introgressées par les Atlantiques. Donc vous voyez qu'on est sur le bassin de la Bienne, ici, très haut. Voilà, ici vous avez le même résultat, mais avec la schématisation qui permet de se rendre compte de cette importance des poissons méditerranéens. Et on a donc une poche de poissons atlantiques plutôt sur l'amont du bassin, sur le secteur de Morée, et un peu sur l'aval dans les gorges, et puis majoritairement sur les affluents. Deuxième résultat important sur les poissons, c'est qu'en termes d'abondance, on a trouvé des secteurs de fort recrutement en 0+, sur la Bienne et sur les affluents qui sont connectifs avec la Bienne, c'est-à-dire le bas de l'Eria, le bas du Long-Viry et le bas du Tacon. On a trouvé des plus faibles recrutements sur tous les autres affluents,
pour les parties hautes de ces affluents-là et sur les autres affluents. Et puis sur un secteur de la Bienne qui est aux alentours de Chassal et le tronçon court-circuité d'Étable, à l'aval du barrage d'Étable, qui est déficitaire également en recrutement par rapport au reste du bassin versant. Donc ici, on voit les résultats. Donc en rouge, vous avez les secteurs où on a des abondances de 0+ élevées et sur des populations méditerranéennes. Donc on voit deux secteurs quand même, le bas de la Bienne, depuis l'Avancia jusque la confluence du Long-Viry, qui ressort très nettement en termes d'abondance de 0+. Donc sur ces secteurs-là, il y a suffisamment de poissons pour que ça diffuse. Et puis un autre secteur sur l'amont de Saint-Claude. Et on a en violet ici les deux secteurs avec des abondances beaucoup plus faibles, donc un pouvoir de diffusion nettement moins important. Et puis vous avez en vert les secteurs où on a des fortes abondances, mais cette fois d'Atlantique. Donc on n'est pas sur la biodiversité native, ça ne nous intéresse pas spécialement d'avoir de la diffusion de poissons non natifs. Donc on le note. Par contre, on ne va pas aller travailler sur ces secteurs-là. Troisième grand résultat, sur la viabilité de la population. Donc la viabilité de la population, c'est sa capacité à terme à se maintenir dans le temps et à faire face aux aléas environnementaux. Donc on a une viabilité de la population qui est correcte et bonne majoritairement sur la Bienne méditerranéenne, donc là où il y a des populations méditerranéennes, et plutôt critique et médiocre sur les affluents et la Bienne amont. Donc déjà on voit que ce n'est pas un hasard si c'est sur les secteurs où on a nos truites natives que la viabilité est bonne. Et effectivement, on a des poissons qui sont là, qui sont adaptés. Ça fait 10 000 ans qu'ils sont dans la rivière et qui se sont adaptés progressivement à toutes les évolutions que la rivière a subies. Et donc, ça paraît assez logique que ce soit ces populations-là qui soient les plus viables. Donc, voilà. Mais on rentre dans ce qu'on appelle la biologie évolutive parce qu'on est sur de l'adaptation locale des populations. Ici, vous avez un tableau qui représente le nombre de géniteurs efficaces et donc la viabilité des populations. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les secteurs où on a des nombres de géniteurs qui permettent d'avoir des populations viables, vous voyez qu'on n'est que sur des barres rouges ou oranges. Donc c'est des populations méditerranéennes. Et quand on arrive sur des viabilités moins bonnes, acceptables, on est encore sur la moitié des secteurs qui sont orange, donc en méditerranéen, et puis quelques secteurs verts ici. Et puis quand vous allez sur des viabilités moins bonnes, ben, vous avez une majorité de secteurs qui sont atlantiques. Donc une moins bonne adaptation, effectivement, une moins bonne capacité à durer dans le temps pour ces populations-là. Ici, on retrouve la même information que précédemment, mais sous format cartographique, où on voit effectivement de nouveau des poches se dessiner et qui sont encore les mêmes, c'est-à-dire l'aval, l'Avancia jusque ici Mollinges, et puis le secteur un peu là, amont de Saint-Claude, de nouveau. Donc on commence à retrouver effectivement toujours les mêmes secteurs qui sont importants. Quatrième résultat, c'est la problématique de la fragmentation de l'habitat. Donc on a des obstacles, comme je vous avais présenté, une trentaine d'obstacles sur le cours principal de la Bienne, qui provoquent clairement des ruptures dans les flux de gènes et qui vont réduire la capacité de résilience des populations. Un des résultats qui nous a vraiment posé problème, c'est que ici vous avez ce qu'on appelle la diversité génétique, qui est traduite en richesse allélique ici, mais peu importe, c'est la diversité génétique de l'amont vers l'aval. Ce qu'on observe sur nos indices de diversité génétique, c'est qu'on a une diversité génétique
qui baisse, on voit très nettement, plus on va vers l'aval, moins on a de diversité génétique. Alors ça, c'est complètement improbable, parce que normalement, on doit avoir l'inverse. C'est-à-dire que plus on descend une rivière, plus la population elle va s'enrichir d'une génétique différente qu'on va avoir sur les affluents, etc., qui va venir sur la rivière principale. Et normalement, on a une courbe complètement inversée, c'est-à-dire qu'on doit avoir moins de diversité à l'amont et plus de diversité à l'aval. Et honnêtement, on n'avait encore vu ça sur aucune rivière avant. Donc ça nous a effectivement posé pas mal de questions. Donc on a une forte problématique de flux de gènes parce que ce qui se caractérise ici, c'est que on voit bien que les populations à l'aval ont du mal à remonter pour venir enrichir les populations à l'amont, et que inversement, on n'a pas d'apport non plus significatif des affluents sur la diversité génétique des poissons de la Bienne. Autre résultat qui montre, qui illustre en fait la problématique des ruptures de flux de gènes, c'est la structuration génétique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, simplement, vous avez ici sur tous les secteurs différentes couleurs. Il faut savoir qu'une couleur, c'est un cluster génétique. On voit un cluster génétique différent. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, ici, sur le bas de la Bienne, depuis l'aval de l'Avantia jusqu'à Mollinges, vous voyez qu'on a des couleurs relativement similaires selon nos secteurs. On est majoritairement dans une couleur jaune, donc tous nos poissons font partie du même cluster. Il y a du flux de gènes, on peut dire, sur tout ce secteur-là, parce qu'il y a une homogénéité génétique sur ce secteur-là. Et puis dès que vous passez au-dessus, que vous êtes au-dessus du barrage Mollinges et Marbrerie, vous voyez ici le cluster, c'est plutôt du violet, rien à voir avec celui d'en dessous. Clairement, on a une rupture de flux de gènes et donc un isolement génétique des poissons qui sont complètement cloisonnés entre eux et avec peu d'échanges. Normalement, sur un bassin comme la Bienne, je vous ai mis le résultat à droite, on devrait avoir une structuration génétique similaire sur tous les secteurs. On devrait avoir à peu près une couleur qui se répartit sur l'ensemble des tronçons. Et vous voyez ici, c'est un vrai résultat sur un autre bassin versant où on montre très clairement que toutes les stations sont à peu près homogènes. Et oui, on a du flux de gènes. Alors, c'est pas des poissons qui vont forcément se déplacer sur beaucoup de kilomètres, mais de proche en proche, à force de pouvoir se déplacer, ils vont transférer la même génétique sur l'ensemble du linéaire. Donc là, pour vous illustrer ça, voilà effectivement le cluster génétique homogène sur le secteur aval. Pouf, quand on passe juste au-dessus, on a vraiment un cluster différent. Quand on repasse au-dessus, on voit que le barrage de Marignat, donc vers Chassal, lui, il y a une passe à poissons. Donc on voit qu'on a du flux de gènes, effectivement, on a quelques différences, mais globalement on reste dans quelque chose de similaire. Si on passe au-dessus des tables, pouf, hop, une autre couleur, un autre cluster génétique, donc de nouveau, rupture de flux de gènes. Sur ces problèmes de perte de diversité génétique, en fait, on a été recherché s'il y avait des possibilités de ce qu'on appelle un effet bottleneck. Un effet bottleneck, c'est quoi? C'est quand on a une réduction relativement récente, d'ici les 10-15 dernières années, une réduction récente et très brutale des effectifs de géniteurs. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez ici une certaine diversité, représentée par des couleurs très différentes. Et puis, quand on a un événement mortalité, par exemple, on repart en fait avec une diversité moins élevée, si vous n'avez que deux couleurs. Et soit on va vers l'extinction, c'est-à-dire que vraiment les populations s'éteignent, soit elles repartent, elles vont reconstituer une population, mais avec une diversité beaucoup plus restreinte, puisque il y a eu un fort événement de mortalité.
Donc ça, on a des tests statistiques pour aller rechercher ça à partir de la génétique. Et ce qu'on voit, c'est que tous les secteurs ici en violet sont des secteurs sur lesquels on a trouvé des effets bottleneck. C'est-à-dire que, alors ça concerne quoi? Ça concerne l'amont de la Bienne et principalement les affluents non connectifs, donc plutôt les secteurs atlantiques, de nouveau. Et donc c'est quand même des secteurs qui souffrent régulièrement d'une problématique de dynamique, de robustesse démographique, on pourrait dire, clairement. Donc on a ici on a isolé les secteurs sur lesquels on a une robustesse démographique, c'est-à-dire une capacité des poissons qui n'ont pas subi, malgré les épisodes de mortalité qu'a connu la Bienne, etc. Il y a une espèce de robustesse démographique pour garder une diversité génétique relativement suffisante, similaire en tout cas à celle avant l'événement de mortalité. Et donc on a une robustesse démographique très clairement de nouveau sur le bas de la Bienne et sur le secteur amont Saint-Claude. On a aussi sur le secteur aval Tacon et puis sur le secteur Chassal. Alors, ce qu'on voit comme résultat vraiment très important, c'est que la capacité de diffusion, vous avez vu où se situent les poches de diffusion, c'est systématiquement sur la Bienne et souvent toujours au même endroit, quels que soient les différents résultats qu'on a. Donc vraiment, la capacité de diffusion, de résilience de la population de truites sur la Bienne, elle repose essentiellement sur le cours principal. Ce n'est pas les affluents qui, par dévalaison, vont venir sauver la Bienne. C'est clairement sur la Bienne qu'il faut travailler. Les affluents ont aujourd'hui un rôle très négligeable sur le devenir et le maintien de la population de truites. En termes de synthèse, on peut rapidement isoler les secteurs. Hein. Quand on superpose nos différents résultats, on arrive à des zones à fort potentiel de diffusion sur le bas de la Bienne ici, sur la zone Bienne confluence Tacon et sur l'amont, l'entrée des gorges. Et puis, on a deux zones déficitaires. Donc, c'est l'aval du barrage d'étable jusque Chassal. Et puis, le secteur Mollinge, incluant la confluence avec le Long-Viry. Donc voilà, si on fallait faire un résumé des poches de diffusion sur la Bienne au niveau poisson, on en est là. Et donc, il y a un travail, effectivement, à faire j'allais dire en deux temps, en tout cas, sur deux secteurs pour l'instant. C'est travailler d'une part sur le secteur amont, ici, pour essayer de reconnecter ces poches-là, et puis travailler sur le secteur aval, de nouveau, pour permettre à ces poches de diffusion d'aller alimenter les secteurs déficitaires, et puis restaurer ces secteurs déficitaires pour que elles deviennent des poches de diffusion. Donc voilà, en termes de grandes propositions, d'axes de travail, les choses qu'il y aurait à faire sur ce secteur, sur les aspects